chance d'être mis en lumière par Capital. On va dire qu'on était presque prêt jusqu'au jour J. Et en fait, une demi-heure avant l'émission, on s'est rendu compte qu'on a laissé une faute d'orthographe dans la page qui apparaît de base, quoi. On s'est dit, c'est impossible. Chaque personne chez Équateur doit aller 2 fois par an au service client, écouter comment on répond aux clients, pourquoi pas s'ils sont à l'aise de répondre aux clients. Et c'est hyper important parce que faut pas oublier pourquoi on fait ça. À quelle problématique je réponds quand j'ajoute cette fonctionnalité sur mon espace client. On est dans un secteur qui est quand même très complexe. La clé, c'est la combativité et l'adaptabilité. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Michel Blanc, CTO de Équateur. Merci Jean-Michel d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait les quelques centaines de kilomètres qui te séparent de nos locaux. Merci surtout à toi de m'avoir invité, Pierre. C'est un plaisir. C'est avec plaisir. Et j'en profite parce que je crois que c'est par l'intermédiaire de Loris Lacarrière qu'on avait été mis en contact. Et je lui, au passage, merci pour la petite mise en relation. Qui nous permet d'enregistrer aujourd'hui. On a un peu échangé, on se connaissait pas, donc on a un peu échangé. Et je crois que t'es arrivé au tout début de l'aventure chez Équateur, une sacrée aventure où il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire, effectivement. Avec pas mal d'étapes. Est-ce que Équateur, ça parle peut-être pas à tout le monde? Est-ce que tu peux peut-être commencer par ça, en fait? Oui. Je peux présenter la société en quelques mots. Donc, Équateur, on a un fournisseur d'énergie renouvelable, donc électricité renouvelable, biométhane. On a été les premiers en France à proposer du biométhane, également du bois, qui est une énergie renouvelable. Donc, on s'adresse à toi pour ton logement, donc en concurrence à EDF ou Engie pour chez toi, et on s'adresse également aux professionnels pour les fournir en énergie. Donc ça, c'était le début d'Équateur, où on est maintenant le 5e fournisseur en France. Derrière, c'est les grands components. Engie, EDF, Eni et Total. Et Total, ouais. Donc c'est les grands acteurs. Donc vous êtes tout juste derrière les 4 majors. Tout à fait, on est le premier fournisseur indépendant par rapport à ça. Et donc le début d'Équateur a été sur la partie fourniture d'énergie. Et petit à petit, on s'est mis à proposer des services et produits autour de l'énergie, comme des kits solaires par exemple. C'est des choses qui étaient encore il y a quelques années assez peu connues. Donc si tu as la chance d'avoir un petit terrain ou un bout de balcon même, tu peux mettre un kit solaire sur ton balcon, le brancher sur une prise domestique. Donc tu l'installes en 10 minutes et tu autoproduis ton énergie et tu l'autoconsommes pour ton logement. Donc c'est le type de produit qu'on propose. On propose même des thermostats connectés ou ce genre de produits et services, des assurances aussi. Donc on a développé petit à petit aussi cette partie-là. Il n'y a rien à brancher sur ton compteur Non, c'est hyper simple. Tu le branches sur une prise domestique et tu deviens producteur et consommateur. Et c'est assez... Et si ton réseau domestique à toi n'est pas en train d'utiliser de l'énergie électrique, il se passe quoi? Il se passe quoi en fait? Elle est pour qui cette... Ouais, effectivement. En fait, déjà, ça te permet, donc, avec un kit ou 2 kits, parce que tu peux les mettre en série, tu peux en mettre jusqu'à 4 ou même plus. Donc, tu effaces finalement ta consommation de base. Donc, ça va être ta box, ton frigo, tout ce qui tourne finalement en journée, en continu. Et c'est assez plaisant, effectivement, de voir que des fois, tu es à zéro. Et si tu produis plus, parce que tu as une journée bien ensoleillée, puis en plus, tu consommes peu ce jour-là, tu vas injecter dans le réseau ce que tu as produit. Donc là, c'est de l'énergie quelque part qui est perdue aujourd'hui. Enfin, c'est un don au réseau de l'énergie qui va profiter à d'autres sur ce genre de kit. Et après, il y a d'autres choses qui existent, par exemple des batteries qui vont permettre de stocker cette énergie et de la consommer pour toi-même. Donc tout ça, ça se développe. Cette partie autoproduction et autoconsommation de son énergie. Donc voilà, on a shifté petit à petit par rapport à ça. Et là, je t'en ai peut-être pas parlé auparavant, mais on crée une autre société qui s'appelle Capricorn pour justement shifter vers le SaaS. Donc on crée en fait notre propre SaaS de fournisseur d'énergie. Donc imagine que demain,
Orange s'est lancé dans la banque. Bon, pas trop avec succès, là, apparemment. Mais Orange se lance en étant fournisseur d'énergie. On serait heureux de les accompagner. Ils pourraient passer par notre marque blanche, notre SaaS, pour devenir fournisseur d'énergie. Donc ça peut être pour vendre de l'énergie à des particuliers, grosso modo. Exactement, ou même des entreprises, parce qu'on sait le faire. Donc ils pourraient passer par notre système pour tout ça. Ok, et vous vendez l'énergie, vous produisez aussi, du coup? On n'est pas producteur. Vous êtes broker, du coup? On n'est pas producteur. Ok. On achète, même toi en tant que particulier, tu peux choisir ta centrale de production hydraulique locale, et nous on va acheter l'énergie auprès de ce producteur, et elle passe par le réseau public d'énergie, et donc on va rémunérer le producteur par rapport à ça, et tu vas consommer cette énergie. Alors c'est un mouvement qui est plutôt financier parce que le réseau est public, donc l'énergie qui arrive chez toi est l'énergie mélangée quelque part. Oui, tu sais pas exactement l'électron d'où il vient au final. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, tu vas participer au développement de l'énergie renouvelable parce qu'on rémunère, on achète le producteur d'énergie renouvelable. Voilà, okay. Et les garanties d'origine. Donc, ils sont aussi une façon pour un producteur d'énergie renouvelable, puisqu'on fait que de l'énergie renouvelable, d'être rémunéré en plus de sa production. Donc, il y a les garanties d'origine et la production en tant que telle, l'énergie en tant que telle. Ok. Donc, dans cette aventure, tu y es depuis ? Alors, moi, j'ai rejoint l'aventure. Donc, Équateur a été créé fin 2015. J'ai rejoint l'aventure en juillet 2016. On était une quinzaine. Et l'objectif était. Donc, c'est pas Day One, mais t'es quand même. J'étais dans les débuts, ouais. Ouais. Et côté 15, à la tech, vous étiez combien ? Alors, globalement, c'était surtout de la tech. Enfin, il y avait des métiers, bien sûr, comme le service client, parce qu'on s'est dit on peut pas ouvrir comme ça sans service client. Mais globalement, c'était principalement des PO et de la tech qui faisaient Équateur. Ouais. Et effectivement, alors il y a un truc chez Équateur, c'est que donc il y a deux fondateurs et deux associés. Un des anniversaires des fondateurs, c'est le 13 septembre. Donc en général, cette date, c'est toujours une date, le 13 septembre de chaque année, on sort des nouveautés. C'est un peu un cadeau d'anniversaire. Et donc, tout ça pour dire... Il y en a qui, pour leur anniversaire, posent une journée de congé. Et lui, il a un cadeau. Il y a un fournisseur d'énergie qui est né. Donc, le jour de son anniversaire, en 2016, en tout cas, Équateur a ouvert commercialement son service. Et on a eu le premier client, l'appel du premier client. C'est rigolo. C'est des bons moments, ouais. C'est une chouette anecdote, du coup. Bon, le timing fonctionnait bien à quelques jours, quoi. C'est ça. Et effectivement, au début d'Équateur, on a sorti le MVP en 6 mois. Donc, le but était de dire on peut y arriver. Équateur, c'est, donc, comme je l'ai dit, deux fondateurs et deux associés. Ils ont mis en gros une enveloppe de 500 000 €. Donc, c'est très peu pour commencer. Mais ça a suffi pour montrer il y a MVP, on arrive à avoir des clients. Et ensuite, on a continué, on a fait des levées de fonds pour arriver où on en est aujourd'hui. On a fait 3 levées de fonds au bout de 7 ans. Et on est passé à 200 personnes en tout. Les levées de fonds, vous avez fait quoi? Série A, série B, quel montant du coup? On a fait 3 levées, une levée de 2 millions d'euros, une de 12 et une de 32 millions d'euros. Ça, c'était la dernière. Ouais. Qui sera la dernière ou Qui date de 2022. Peut-être qu'on va continuer pour continuer la croissance. Ouais. Ok. Parce que vous n'êtes pas très loin du seuil de renta là aujourd'hui. En fait, on a publié 2 exercices de rentabilité positive déjà. Ok, donc si vous levez, c'est pour continuer à croître, accélérer la croissance, l'adoption de l'acquisition, c'est l'acquisition de clients, continuer à croître. Ouais. Tout à fait. Ok. Est-ce que toi, dans ton rôle, dans les rôles que tu as eus à travers ces années, les levées de fonds, t'avais un rôle dans les levées de fonds, due deal ou autre chose? Oui, alors on a beaucoup participé déjà avec les différentes personnes qui ont été sollicitées pour la levée de fonds. Donc on a effectivement été sollicité sur la partie technique, sur la partie sécurité, sur différents sujets pour montrer où on en était côté tech à chaque fois et pouvoir répondre sur ces sujets-là. Bien sûr, il y a la partie financière et la partie tech. Souvent, c'est d'autres CTO, d'autres personnes qui ont été sollicitées pour nous évaluer notre degré de maturité finalement, voir où on en était.
montrer ce qu'on faisait de côté sécurité. Bon, après, il y a différents cabinets qui nous ont audité aussi, Deloitte et autres. Donc c'est de cette façon, c'est toujours des courses de toute façon pour des levées de fonds. Et effectivement, après, on a l'habitude de répondre à différents audits. Tu parles de sécurité là. Ça faisait partie des points importants du coup, des solutions que vous proposiez sur lesquelles tu étais. Moi j'imagine la sécurité, c'est pas le jour de l'audit qu'il faut préparer le sujet, quoi. Alors, ça se prépare un peu dès le design, je dirais. Oui. Alors j'ai toujours une appétence particulière pour la sécurité parce que j'ai toujours travaillé en amont sur des gros systèmes SaaS ou autres, et aussi sur de la banque. Donc forcément j'ai travaillé sur du PCI DSS, des certifications, donc où il faut montrer patte blanche, enfin pas montrer patte blanche, mais en tout cas il y a un certain nombre Alors pour ceux qui sont pas coutumiers de l'acronyme PCDISS. PCI DSS, c'est Payment Card Industry. DSS, on va passer, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ok. Mais en tout cas, c'est une certification qui permet de montrer que tu peux gérer des numéros de carte de carte bancaire dans tes systèmes. Et, c'est une bonne idée quand tu as des paiements. Bah oui, et effectivement, il y a plein de choses. Il y a même des hardware security modules qui peuvent brûler si une clé de cryptographie est volée. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Et tu as 12 points de sécurité. Et en fait, en arrivant chez Quater, on part de zéro. L'ANSSI avait peu de papier, ou la CNIL était un peu dépassée. Enfin, il n'y avait pas autant de documentation disponible comme maintenant. Et donc, au lieu de partir d'une feuille blanche, je suis parti de ces 12 points de sécurité qui passent de l'accès aux locaux, où on a installé des caméras de sécurité, par exemple, parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, fait, c'est sur chaque point, finalement. On se dit ça. Bien sûr, il y a la sécurisation des postes de travail, la sécurisation de ce que tu vas mettre à disposition sur Internet, le fait de bloquer des comptes, le fait d'avoir des minimums de mots de passe, des choses comme ça. Mais finalement, il y a 12 points. Et cette certification permet de les balayer. Et petit à petit, effectivement, on a avancé. Il y a le RGPD qui est arrivé, donc les documentations autres qui nous ont poussé avec les équipes à aller plus loin. Ok. Sur la partie... Et aujourd'hui, Équateur, vous êtes 200, c'est ça que tu disais ? Aujourd'hui, on est 200, dont 85 dans la tech. Donc 85 dans la tech. Ouais. Et toi, quand tu es arrivé, vous étiez 15. On était une quinzaine, oui. Donc est-ce qu'on arrive à découper... t'arrives à... Bon, la boîte, tous les 6 mois, elle change, quoi, en fait, à ses rythmes de croissance. Est-ce que tu arrives à dégager des grandes étapes très un peu significatives ? Alors je dirais que les grandes étapes sont liées principalement au levée de fonds, parce que c'est ce qui nous donne de l'air frais et de la marge de manœuvre pour continuer à croître. Et ouais, c'est le moment où t'as l'argent et c'était pour aller plus vite, donc on va faire de l'acquisition, donc on va recruter du marketing, du B2B, des sales, et effectivement on doit côté tech, on doit suivre les demandes qui sont là. Effectivement, les levées de fonds permettent de renforcer, d'accélérer sur l'acquisition ou autre, et la tech est là pour répondre aux besoins métiers. Donc on s'aligne par rapport à ces besoins-là. Et l'alignement fait que les équipes grossissent, donc on déménage. Donc 3 levées de fonds égale 3 déménagements, même 4. Et aujourd'hui, on est dans des beaux locaux, rue Clichy, avec un magnifique rooftop. Je t'invite à venir voir d'ailleurs, Pierre, à l'occasion. Avec plaisir. Et ça me permet de donner la petite anecdote, maintenant que j'y pense. C'est sur le début d'Équateur. Avec les 2 fondateurs qui étaient dans leur chambre de bonne à essayer de dire tiens, qu'est-ce qu'il nous faut pour monter un fournisseur d'énergie, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc ça a commencé vraiment dans une chambre de bonne et maintenant oui, c'est pas une image en fait. Ah non, c'est vraiment la réalité, ouais. Le truc 6e étage sous les toits, pleine chaleur en très été, chaud, quoi. exactement. Ouais, c'est ça. Avec le voisin qui écoute de la musique très forte. D'accord. Et alors du coup les déménagements, ça change une culture, ça change... Enfin, toi, tu l'identifies, les grands changements, les grandes étapes, tu les identifies avec les scales liés au lever de fonds, mais également au déménagement. Le déménagement en tant que tel, ça accélère des choses, des changements de culture, des changements de process,
de mindset, d'ambition? Tout ce que je disais, c'est que les déménagements sont liés au levée de fonds et que effectivement les locaux aussi donnent une proximité qui peut être différente des personnes. Donc j'explique ça par exemple où quand on était une quinzaine rue Bourdaloue, donc c'est dans le 9e, on se regroupait tous dans une cuisine qui est à peu près de la taille de ce studio. Donc il fait combien de mètres carrés à peu près, Pierre, pour avoir une idée? Ouais, 8, 9, 10, ouais, pas grand quoi. Mais en gros, on était tous sur une table ronde comme celle-ci, et on était 15 autour de la table à manger tous ensemble. Il y a vraiment ce côté tous ensemble, les cultures du présentiel, sachant que moi, j'étais déjà à Lyon à l'époque. Ah, donc c'est vrai? Ouais, j'ai toujours été dans le deal, enfin dans la façon de bosser, j'ai toujours été à distance, mais en étant le plus possible présent avec les équipes, que ce soit sur Slack ou même dans les bureaux. On avait des fois une pieuvre, tu vois, pour être dans les bureaux, parce qu'il y a vraiment de la culture quand on est tout petit comme ça, de l'oral. Il y a très peu d'écrits finalement. On sort MVP, il faut aller vite. Donc on a grandi petit à petit, on a déménagé dans d'autres locaux où on a pris un étage, un deuxième étage. Donc en termes de mètres carrés, on était les rois, on s'est dit mais c'est immense ici. Et suite à l'autre déménagement. Donc, est-ce que vous avez pris un étage, puis un deuxième étage? Oui. Est-ce que le deuxième étage, ça a été une petite révolution dans la boîte ou pas? Oui, déjà, ça fait une rupture. Parce que, en fait, les gens qui bon, pour l'avoir vécu, effectivement, d'un étage, quand les gens se séparent d'un étage, les relations changent, quoi. C'est assez fou. Entièrement d'accord avec ça, et c'est ce qu'on a vécu, parce que après, c'est aussi, on se dit, bah, tiens, on va déménager. Enfin, on déménage, on bouge les équipes. Moi, ce que j'avais connu avant, dans une autre vie en tout cas, c'était des déménagements tous les 6 mois. Donc, ce qui est très bien, c'est que ça bouge très souvent. Là, finalement, on prend un étage, ensuite on prend le deuxième. Les équipes sont plus ou moins stabilisées, les déménagements sont pas toujours très bien vécus. Puis il y a des petites batailles de déménagement. Tiens, on va mettre le marketing à côté de telle ou telle équipe. On a trouvé un bon compromis en mettant justement les métiers avec leurs équipes tech qui répondent à leurs besoins pour avoir vraiment une cohérence d'ensemble et faciliter cet échange. Et là, mais oui, quand il y a 2 étages, ça crée quand même une rupture. Parce qu'il y a des personnes, on se dit, bah tiens, je vais aller les voir, puis non, ils sont en réunion, on les voit pas, et on les voit pas de la journée. Et puis donc ça change déjà des choses. Et puis au final, on arrête de monter aussi souvent, quoi. Oui, ça arrive aussi pour certaines personnes. Et aujourd'hui, effectivement, on a trois étages dans nos nouveaux locaux qui sont encore plus grands. On a une distance entre les bureaux qui est immense. On a vraiment beaucoup de chance et d'avoir ces beaux bureaux. Bon, puis, tout le monde se retrouve sur le rooftop, quoi. Exactement. Surtout là, les beaux jours arrivent, donc c'est l'occasion de s'y retrouver. Et effectivement, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la culture d'entreprise, elle évolue avec ça. Au début, on était tous, quand on est tout petit, on est tous sur une petite pièce de 9 mètres carrés. Mais après, bien sûr, de nouvelles personnes nous rejoignent, et tant mieux. Et c'est grâce aux équipes qu'on avance et qu'on a fait ce qui est devenu Équateur aujourd'hui. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup pour tout ce qui est fait, même les équipes et les personnes qui sont plus chez Équateur aujourd'hui, mais dont on a partagé un moment ensemble et on a fait ce qu'Équateur est devenu. Donc merci à elles aussi. Et tout ça pour dire qu'effectivement, des nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui n'ont pas connu le passé, il faut aussi pouvoir continuer, ou en tout cas faire évoluer la culture peut-être avec ça, et s'adapter à ça. Donc effectivement 2 étages, 3 étages, comment on favorise aussi ces échanges avec les équipes. On a de la chance aussi de faire beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, déjà tous les ans, on a notre anniversaire où on sort une nouveauté. Mais on a des fondateurs qui sont beaucoup sur la fête de Noël, les différentes choses que l'on fait. On fait beaucoup d'afterwork et des choses qui nous permettent de casser aussi les silos qui peuvent être créés quand on est 200. Effectivement, on est amené à moins voir des personnes côté finance ou côté marketing ou autre, côté communication. Donc là, ça permet de favoriser quand même cet échange-là. Et culture remote, du coup, oui. Équateur, ouais. Oui, donc de toute façon, le Covid est passé par là aussi. On était déjà prêt à faire du full remote quand il y avait le Covid, dans le sens où on était tous équipés de VPN, de pouvoir bosser un peu d'où on voulait. Et aujourd'hui, en fait, la culture chez Équateur, c'est 2 jours de présentiel par semaine dans les bureaux, et le reste en télétravail si on le souhaite. Après, on favorise effectivement
où on a envie de promouvoir le fait d'être plus tous ensemble et de pouvoir travailler ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 jours présentiel et le reste en TT si on le souhaite. Ok. Et, et toi, dans l'aventure, bon, tu arrives, tu n'es pas CTO. Comment ça se passe? Tu prends le poste quand? Comment? Pourquoi? Ouais, donc je suis arrivé chez Équateur. Bon, les titres, on n'est pas trop titres chez Équateur. Mais, mais je me suis dit, tiens, je vais pas inventer un titre, mais je suis arrivé en disant, je vais être service manager, donc dans le sens où mettre en place tout ce qui permet de surveiller la prod, d'industrialiser un peu notre façon de faire, de mettre en place une CI/CD, un peu le couteau suisse en fait sur des choses qu'on faisait pas, les parties sécurité, parce que bien sûr quand on sort un MVP au début on dit on va se focaliser sur le métier, sur le produit qu'on va livrer, avoir de la valeur pour nos clients. Et je suis arrivé sur ces sujets-là qui sont un peu divers et variés. Et, et pour prendre petit à petit ce rôle de CTO, et là ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis CTO. Alors une particularité, parce que CTO ça veut dire plein de choses. Je pense qu'on a plein de définitions. C'est géométrie variable, hein. Ouais. Effectivement. Donc nous, la particularité d'Équateur, c'est qu'on a un DSI qui s'appelle Emilien et moi en tant que CTO, donc on forme un binôme par rapport à ça. Donc si je résume un peu la chose, on a une organisation aussi matricielle. Et donc moi, de manière transverse, je m'occupe de ce qu'on appelle le chapter industrialisation, donc avec les architectes, les DevOps, la QA, le Run, les Tech Leads. Et on met tout ça ensemble pour industrialiser nos services et voilà, fournir de la valeur à nos clients. T'avais jamais, Équateur, là, cette expérience-là, des équipes de cette taille, c'est une première? Alors, j'ai travaillé dans des contextes avec des gros auparavant, avant Équateur, plutôt des gros SaaS industriels, donc avec des grosses équipes, sans en avoir entièrement la charge. Moi, j'avais une équipe qui délivrait un produit ou un service ou une application sur le périmètre complet. Donc, on va dire que non, j'avais pas l'équivalent du poste que j'ai aujourd'hui. Et ça t'a amené des réflexions, des difficultés, des gadins, des succès? Oui, plein. De tout. De tout. Et je pense qu'on mélange tout ça et on fait au mieux. Mais oui, de toute façon, je pense que la clé, c'est de s'adapter. C'est pas toujours évident de s'adapter. Le contexte, des fois, évolue très vite. Je pense que la clé du succès, en tout cas, c'est nous, dans notre... je vais faire une petite parenthèse là-dessus quand même, parce que c'est important, mais on est dans un secteur qui est quand même très, très complexe. La clé, c'est la combativité et l'adaptabilité. Et il ne faut jamais non plus s'éloigner du client, de ce qu'on fournit au client, qu'on soit dans la tech ou pas d'ailleurs, parce que des fois on a tendance à faire de la tech pour de la tech, mais c'est pas du tout. Moi, ce que je veux inculquer aux équipes, c'est qu'on doit faire de la tech pour nos clients et nos parties prenantes, qui vont être nos conseillers, parce qu'on fournit les outils pour les conseillers, par exemple. Donc ça, je pense que c'est la clé. Et quand je parle de combativité, c'est que on est dans un secteur ultra réglementé. On est dans un secteur qui... Ça vous amène quoi comme contrainte, les réglementations? Des surprises, par exemple. Des surprises dans le sens où, par exemple, on sort d'une crise de l'énergie quand même. Il y a un contexte politique aussi. L'énergie, en fait... L'énergie, c'est la vie, c'est ce qui est autour de nous. On ne peut pas vivre sans énergie. En fait, aujourd'hui, on a l'habitude de cliquer sur un bouton et que tout s'allume, tout marche. J'ai eu une coupure d'énergie la semaine dernière chez moi pendant 2h30. C'était pas arrivé depuis des années où j'ai eu cette coupure-là et où j'ai pas eu une coupure comme ça. Mais en fait, on se retrouve un peu. J'espère que ça va tenir. J'ai encore une batterie. Je passe par mon téléphone pour la connexion. J'ai pas la fibre. J'ai la fibre chez moi, mais là, il y a plus rien qui marche. Donc l'énergie, c'est au centre de tout. Et donc, il y a la politique qui influe tout ça, la réglementation. Donc, pour illustrer, tu me posais la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? La crise de l'énergie égale bouclier tarifaire. Typiquement, le gouvernement annonce un bouclier tarifaire. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une annonce qui est faite. Nous, on est quand même fournisseur d'énergie, donc c'est nous qui devons appliquer ce bouclier à nos clients. Et en fait, on n'est pas sollicité, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et en gros, on doit sortir la chose en 2 semaines sans savoir ce qu'il faut faire.
Donc on est dans ce genre de secteur. Donc c'est pour ça que le côté combativité est hyper important. Il y a un mur qui se dresse devant nous, il faut l'escalader. Le prochain mur, on va passer dessous, on va le casser, on va passer sur le côté. Donc vraiment dans notre secteur, il faut l'adaptabilité, la combativité est la clé. Donc il faut pas lâcher, donc il faut vraiment aimer ça aussi. On doit adapter tout le temps. Il y a une autre anecdote, je ne sais pas si tu te souviens, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais Ségolène Royal était à un moment donné une ministre de l'énergie. C'est d'ailleurs elle qui nous a signé nos licences d'attribution pour être fournisseur. On ne peut pas être fournisseur comme ça, il faut quand même prouver qu'on peut l'être. Il y a différentes cahiers des charges à respecter, etc. Et elle a inventé un truc qui s'appelle le chèque énergie. Je pense que tu as dû en entendre parler. Ça me parle, mais c'est un vieux souvenir. Et effectivement, en fait, les chèques énergie, c'est très bien. Le but, c'est d'accompagner les personnes qui sont en précarité énergétique de pouvoir payer leur énergie. Et le but, c'est de payer avec son chèque. On peut remplir son fuel pour son chauffage, par exemple, ou on peut payer sa facture d'électricité ou de gaz. Mais avant ça, donc ça, c'est toute une complexité qui a été émise. En France, on aime bien faire les choses très compliquées. Avant, il y avait un tarif social de l'énergie. On nous disait, tiens, tel client, il a accès il est bénéficiaire de ce tarif. On appliquait le tarif. C'était tout simple, très, très facile. Et le chèque énergie, on a mis 3 ans, les choses ont changé plein de fois, les chèques sont attribués comment, ça fait du papier à gérer, ça fait des choses. Mais qui attribue ce chèque ? C'est l'État. Par rapport à... Donc vous, en fait, vous devez savoir les encaisser, en fait. Oui, on doit savoir les encaisser, mais c'est des chèques spécifiques. Est-ce que le client, il a compris comment l'attribuer à nous, fournisseurs ? Il y a ça entraîne une complexité, en fait, forte, même si ça part d'une bonne idée au départ. Il faut informer et former le client à utiliser son chèque énergie. Oui, il passe par une plateforme où il doit attribuer à tel fournisseur. C'est un truc... Alors qu'avant, c'était simple. Finalement, le but ultime, c'est en profiter aux mêmes personnes. Donc des fois, on aime bien complexifier les choses. Et c'est toujours pareil. C'est pour ça que je parle de réglementation et de secteur qui est quand même assez complexe, parce qu'effectivement, l'énergie a besoin de toute façon de cette réglementation. Parce que c'est pareil, si tu n'es pas content de ton fournisseur, tu peux changer du jour au lendemain. Et ce qui est très bien, le client peut choisir, tu n'es pas engagé. Si tu n'es pas content de ton fournisseur actuel ou équateur, tu dis c'est très bien, ou tu n'en es pas satisfait, tu peux changer. Donc il n'y a pas de problème avec ça, et tant mieux qu'il y ait cette réglementation. Mais à côté, voilà, on a des nouveautés qui sortent sans qu'on soit finalement concerté et qu'on travaille ensemble pour dire quelle sera la meilleure solution pour nos clients, la facilité pour nos clients. Donc voilà, c'est toujours des choses qui tombent d'un ministère ou autre, et c'est pas forcément évident. Ça a l'air sport. C'est sport, il faut aimer ça. Mais du coup, il faut aimer ça, on aime ça aussi, parce que Est-ce que ça joue sur ton recrutement ? Oui, moi je pose toujours la question de la combativité, je leur explique aussi. Bon, est-ce que tu as des gens qui te disent non, je suis pas combatif ? Non, c'est sûr. Non, mais par contre, tu vois, ça dépend. Comment tu l'évalues, ce truc ? En fait, j'ai envie de dire aussi, ça dépend dans quelle équipe tu vas rejoindre. Si tu rejoins une équipe qui travaille sur la partie client, avec l'espace client, ce genre de choses, qui seront peut-être moins impactées par la législation ou des contraintes qui vont apparaître sur un parcours de souscription qui va toujours devoir être adapté vraiment d'une semaine sur l'autre pour proposer des nouveautés, ou en tout cas pour répondre aux besoins qui viennent de sortir. Donc j'ai envie de dire que ça dépend aussi beaucoup des équipes sur lesquelles tu es. Mais effectivement, c'est des exemples que je te donnais, mais tu vois, sur les taxes, regarde ta facture d'énergie, tu verras le nombre de taxes que tu as. Et il y a toujours des nouvelles qui sortent et d'autres qui s'enlèvent. Il y avait une taxe qui s'appelait la taxe communale d'énergie, qui était entre 8,5 et 9,5%. Pourquoi on n'a pas mis le même niveau pour tout le monde déjà ? Ça, c'est une question. Mais tu vois, donc ça veut dire que nous, on devait reverser aux communes une certaine somme d'argent par rapport à cette taxe. Et va trouver à qui tu dois reverser cette somme, le contact du comptable. Donc on appelait on appelait des mairies, parce que tu vois, on est sur tout le territoire. Donc tu as 36 000 communes en France, donc on reverse des montants aux communes qui nous disaient mais c'est quoi qui nous disaient mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous nous donnez ? C'est quoi cet argent ? Donc la taxe a sauté l'année dernière. Mais globalement, c'est remplacé par une autre. Mais en tout cas, voilà, c'est un secteur qui est très réglementé, complexe. Et du coup, on a effectivement... d'ailleurs, l'ancien CTO Cyril, qui est accompagné de Maëlie, qui sont sur cette partie réglementaire et qui travaillent sur ces sujets-là, qui regardent
qu'est-ce qui est en train d'être travaillé, de rejoindre des groupes de travail pour dire comment on va gérer ces sujets-là pour avancer et faire au mieux pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour nos clients, en tout cas pour aussi faciliter la compréhension du secteur de l'énergie, parce que c'est pas toujours simple non plus d'un point de vue client final, quoi. C'est assez sympa de se plonger dans les entrailles de métiers qu'on connaît pas comme ça. Là. Si tu as d'autres anecdotes qui te reviennent, tu n'hésites pas à couper et à revenir dessus. Ça marche. Tiens, en parlant d'anecdotes, tu m'avais pas parlé... vous n'êtes pas passé sur Capital, vous ? Le fameux effet capital. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, bon, là, quand on dit ça, on sait à peu près ce que tu vas nous dire derrière. Quoi. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés, ils pourront regarder. Enfin, j'ai publié vous allez retrouver des articles ou des vidéos YouTube. J'ai déjà fait des talks sur le sujet, mais on a eu la chance d'être mis en lumière par Capital c'est un reportage qui dure une vingtaine de minutes. Donc pour un fournisseur comme nous, alors c'était dans notre jeunesse, on va dire. C'était en 2018, donc on était lancé depuis à peu près 2 ans et demi. Donc c'est une grande chance. Et on s'était dit, tiens, on se prépare au maximum à ça. Donc on fait des benchmarks, donc des tests de performance pour optimiser nos différents services. On va dire qu'on était presque prêt jusqu'au jour J. Puis on apprend toujours en faisant. Et en fait, une demi-heure avant l'émission, on se rend compte, parce qu'on a balisé notre parcours utilisateur, notre souscription. On a enlevé des choses qui étaient peut-être un peu en fioriture, enfin qui n'étaient pas nécessaires pour cette mise en lumière et qui consommaient beaucoup de ressources. Donc on s'est dit, tiens, on va optimiser tout ça. Et on s'est rendu compte au dernier moment qu'on a laissé une faute d'orthographe dans la page qui apparaît de base, quoi. On s'est dit, c'est impossible. Donc on s'est mis à faire une mise en prod. C'était une grosse faute. Mais c'était une grosse faute. Visible, c'est genre un CCD ou enfin un truc. Là, j'ai même plus mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tu dis, oh non, c'est pas possible. On va passer pour des branques qu'on se voyait déjà sur Twitter avec X maintenant. Mais en tout cas, les différents des tweets qui allaient nous dire ils savent pas écrire. Donc on s'est dit, il faut qu'on relivre. Donc quand tu fais une livraison d'une partie de ton système d'information, en gros, on a fini peut-être 10 minutes avant le début de l'émission. Moi, je peux dire que t'es quand même pas très serein, quoi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et puis aussi pour poursuivre sur l'anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois ton trafic en pic qui apparaît directement et tu vois un peu les bosses du chameau, parce que tu vois la première bosse avec la première partie du reportage, une petite pause pub, donc le trafic redescend, et après la deuxième bosse qui repart pour la reprise du reportage. Donc on voit qu'il y a du trafic, ça nous a apporté de la visibilité. Tu vois, intuitivement, j'aurais dit l'inverse, quoi. J'aurais dit, tiens, les gens regardent et puis ils profitent de la pub pour, si ça les a intéressés, aller sur le site. Non, en fait, il y a une baisse de trafic. Ouais, en fait, si tu regardes maintenant, ce que tu regardes autour de toi, même toi, je suis sûr, si tu te poses un moment devant ta télé, ou si tu as une télé, je ne sais pas, Pierre, mais en tout cas, les gens sont dans leur canapé, et puis en fait, ils voient un truc, et ils ont leur portable, on a toujours le portable dans la main, on a toujours un PC ou un Mac, quelque chose sous la main, et en fait, on regarde tout de suite, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que dès qu'on voit un truc, on dit, tiens, je me connecte, et effectivement, ce fameux effet capital fait encore des dégâts aujourd'hui sur certains sujets. Donc il y a des fils Twitter ou autres où vous pouvez voir, tiens, site indisponible, 503, c'est des choses qu'on ne voulait pas. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu, mais en tout cas, ça nous a mis une notoriété, une mise en avant. Voilà. Vous n'avez pas eu d'indisponibilité On a eu on peut dire que c'était une indisponibilité parce qu'on est basculé sur un formulaire basique beaucoup plus simple qu'une souscription. Tu vois, genre, ok, on vous recontacte plus tard. Bon, c'était pas l'idéal, mais en tout cas, on a basculé sur un truc dégradé, ouais. Ok, vous aviez le plan A et le plan B. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on voulait pas la page 503 qui s'affiche avec rien du tout, et un truc moche, horrible. Ouais. Donc c'était ça à éviter. Ouais. Ok. C'est des belles aventures, les aventures capitales. Oui, c'est toujours bien. Et puis c'est après une culture aussi, une façon de dire, ok, quand on conçoit aussi nos services, on va les tester, je dis pas qu'on est parfait aujourd'hui et qu'on serait prêt à passer sur Capital demain soir, mais parce qu'il y a toujours des adaptations à faire. Il faut scaler en amont ton infrastructure, parce que tu peux pas scaler au dernier moment, préchauffer tes services, etc. Donc il y a toujours des petites préparations à avoir pour ce genre de cas.
Mais en tout cas, on apprend toujours et il y a cette culture à pouvoir continuer d'inculquer aux nouveaux arrivants. Et oui, pour toujours pouvoir avoir un service qui soit performant et efficient aussi. C'est-à-dire d'utiliser les bonnes ressources au bon moment. Je vais changer de sujet. Très bien. Pendant que j'y pense, en fait, parce que des fois on dit, ouais, les cordonniers, est-ce qu'ils sont bien chaussés, tout ça, machin. Vous êtes sur de l'énergie renouvelable, donc normalement sensible à des sujets un peu développement durable, tout ça. Tu mets en place, toi, en tant que CTO et dans la culture d'entreprise, en interne, est-ce que vous faites des choses? Est-ce que le sujet vous touche dans vos implémentations? Oui, oui, et effectivement, j'ai même fait un talk hier à l'AWS Summit sur la durabilité ou la durabilité dans le cloud. Mais globalement, c'est une culture. Enfin, au recrutement déjà, donc nous en étant fournisseur d'énergie renouvelable, bah, c'est important aussi ou pas. Enfin, tout le monde n'est pas sensibilisé Le là-dessus. talk, il est enregistré, on pourra mettre un lien ou... Ouais, on pourra. ok. On aura un lien, on aura du YouTube pour voir tout ça. Et effectivement, bah, y a une culture à mettre en place. On a fait des fresques du climat, par exemple, juste pour déjà se dire, tiens, prendre un peu de recul sur tout ça. Et puis, on est une entreprise à mission, Équateur, on est Bicorp. On a répondu à des questionnaires, enfin en tout cas sur Hello Carbo pour voir notre empreinte carbone. Et là, on vient d'obtenir le label aussi Impact 40, donc qui est un label sur les entreprises à impact social et environnemental. Donc oui, on est actif sur ces sujets. Et comment on l'inculque à nos équipes, bah, c'est avec... je dirais pour commencer, c'est de la sensibilisation comme pour de la sécurité. Tu sensibilises sur comment développer de manière durable. C'est un terme qui peut être un peu galvaudé, mais en fait, si tu mets le mot valise aussi Green IT, c'est de sensibiliser les équipes. Je pense que c'est la première étape. Nous, on a commencé, si je fais le lien avec Capital, c'est la partie performance. Si tu es performant, déjà, tu sais t'adapter, tu as optimisé tes services. Et en fait, sur cette partie durabilité, on a commencé à se sensibiliser avec des BBL, donc des Brown Back Lunch, où tu as en fait des experts sur leur domaine qui viennent t'éveiller et te dire mais en fait il y a telle chose, est-ce que l'impact de tes devices, est-ce que ta politique de changement des Mac et PC dans l'entreprise, comment tu peux faire, donc on achète du reconditionné, enfin en tout cas petit à petit on fait évoluer cette politique déjà par rapport à ça. Et sur nos services en particulier, ça va être de mettre en place du cache, d'optimiser. On a participé aussi au Sustainable Challenge, ça permet de les mettre en avant, c'est hyper sympa. Donc c'est les API Days qui se font chaque année en décembre. Chaque année ils font un petit concours aussi, un petit challenge qui s'appelle le Sustainable Challenge. Et en fait on a participé 2 années de suite, fin 2022 et fin 2023. Donc la première année, donc fin 2022, le but c'était de mettre en avant notre site vitrine Équateur.fr et de voir comment on pouvait le faire de manière plus durable. Donc on a fini deuxième au challenge. Donc ça nous a permis, en fait, c'est vraiment cet aspect culture. Qu'est-ce qui est important dans la conception? Typiquement, sur l'aspect CDN, donc Content Delivery Network, on a mis en place des choses, on a mis du cache, on a mis le Edge au plus proche des utilisateurs finaux. Donc c'est ce genre de choses qu'on a fait. On a évité de resizaliser des images. On a mis du dark mode. Donc c'est des choses comme ça. Et fin 2023, on a participé on a mis en avant notre application mobile, donc qui appelle bien sûr nos API back-end pour optimiser tout ça. Donc on a un certain nombre d'indicateurs aussi qui font que on se rend compte que donc on utilise Kubernetes aussi chez nous. Qu'on avait des paramètres qui n'étaient pas les bons, donc on avait 10 pods qui s'exécutaient au lieu de 3, donc on a vraiment parlé d'efficience, c'est des choses dont on ne se rendait pas compte. Et aussi, on a travaillé, et ça je pense que c'est une belle réussite et c'est un beau travail, avec les métiers, avec les designers, pour dire, tiens, suivant les indicateurs qu'on a sur l'app, cette fonctionnalité n'est pas utilisée, ou très peu. Donc en fait, on l'a enlevé. Donc on a optimisé. Quand on arrive à ça, en fait, en se disant, on a développé des fonctionnalités qui servent pas à rien, mais qui sont pas utilisées. En fait, autant les enlever pour simplifier. Et en termes d'impact, on va dire de durabilité sur nos services, ça amène beaucoup. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout quand on a mis. C'est un travail conjoint
sur ce challenge. C'est pour ça que je le mets vraiment en avant entre les équipes, comme je le disais, design, métier, les devs, les DevOps, la partie C'est infrastructure. vrai que c'est pas souvent, pour le coup, que le métier dise ok, c'est peu utilisé, on supprime. Ça n'arrive jamais. Enfin, non, moi, c'est la première fois c'est que. pas très fréquent. Non. Ouais. Mais du coup, c'est hyper bien parce qu'on s'est dit, on va se focaliser sur ce qui marche et ce qui marche pas, et ce qui consomme des ressources alors que c'est pas nécessaire, on l'enlève. Et on fait évoluer cette page. En gros, tu as ton impact carbone quand tu lances ton appli Equator sur ton iPhone ou ton téléphone Android. Et donc, tu vas voir ton impact carbone. Et ça nous a permis en tout cas de se poser ces questions-là, de faire des enquêtes utilisateurs, d'améliorer tout ça. Donc, ça, on est hyper content de ça. On a gagné ce challenge du coup. Et ça nous a permis, on développe cette culture en tout cas de durabilité. Alors, c'est pas comme si c'est pas toujours évident de le mettre sur tous les services, surtout quand on a des contraintes où on doit sortir des choses des fois en 2 semaines à cause d'une réglementation qui vient de sortir, pour reprendre et faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment, je pense, l'aspect culture et bonne pratique qui est à mettre en avant auprès des équipes. Et tu arrives à l'insuffler dans toutes les équipes. Il y a différents niveaux de maturité. Comment tu le fais diffuser Est-ce que d'ailleurs, est-ce que les équipes ont toutes le même mode de fonctionnement ou pas Oui. Comment tu insuffles les choses d'un point de vue management? Moi, je dirais justement, dans le passé ou jusqu'ici, on a essayé différentes choses. Et le mieux, c'est les équipes autonomes elles sont pas toutes organisées comme elles le souhaitent, comme elles le. Pardon, c'est pas ça du tout. C'est pas comme elles sont organisées comme elles le souhaitent. Elles peuvent faire le daily quand elles veulent. Il y en a qui font pas de daily. Le but, c'est d'apporter de la valeur et de délivrer, quoi. Ça, c'est déjà la base. Et donc, elles peuvent avoir un fonctionnement différent qui leur convient. Et le but, c'est surtout de dire, c'est d'insuffler ou d'inspirer, dire tiens, on a fait ça il y a eu ce succès qui a été fait dans cette équipe. Donc le but, c'est de... On le communique, on le partage. Voilà, c'est le sponsoring. Ah tiens, cette équipe a fait cette réussite, ça peut être intéressant de le faire ailleurs ou pas. Puis de toute façon, oui, c'est cet aspect culture à développer. On peut pas reproduire partout la même chose. Pour moi, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et on peut pas non plus dire, voilà comment il faut faire de A à Z. Vous appliquez ça et allez-y, quoi. La recette de cuisine de base ne marche pas. Chacun a des contraintes différentes suivant ses projets, ses applications, et du coup c'est plutôt de dire oui, c'est des bonnes pratiques. Je dirais que c'est ça, c'est vraiment l'aspect les bonnes pratiques et comment on peut les appliquer dans chaque contexte. Tu veux dire qu'il y a des équipes qui sont en agile, d'autres pas en agile, d'autres qui font du no estimate, d'autres pas. Il y a vraiment... Est-ce qu'il y a un cadre commun à toutes les équipes? Il y a un cadre, on est en agile, on n'est pas forcément, certaines équipes sont vraiment en scrum. On a quand même un point commun, c'est que le but est que on a des sprints de 2 semaines, en gros, qui sont quand même calés sur les mêmes dates pour être quand même cohérent, parce qu'on a forcément, suivant les équipes, des dépendances de l'une à l'autre. Entre une équipe, par exemple, billing, où on va changer des choses sur la facturation, on va vouloir les exploiter, les faire apparaître en tout cas sur notre parcours de souscription pour tel et tel besoin, pour telle et telle raison. Donc ça, on va dire que c'est ce rythme. On a aussi ce qu'on appelle les QAP, donc c'est le Quarter Agile Planning, donc notre roadmap en fait, métier, où on dit voilà ce qu'on veut mettre en place sur le trimestre qui arrive, et on s'engage sur 60% de besoins métiers, et le reste 20% sur du run et 20% sur de la dette, le travail sur la dette technique, ou en tout cas des améliorations tech aussi au fil de l'eau. Donc c'est vraiment le but est d'embarquer à chaque fois, c'est ça. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, un peu commun. Et après, les équipes sont libres en tout cas de s'organiser comme elles le souhaitent, et tant mieux. Parce qu'on a essayé dans le passé quand on était moins. Je me rappelle plus exactement de la transition, mais entre 15 et 40, on s'est dit tiens, on va imposer. On a essayé différentes choses, on a mis des sprints, on s'est dit on va mettre des sprints de 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, et puis chacun s'organisait aussi comme il voulait, où on disait tiens, on va templétiser, on utilisait U-Track pour le suivi
des projets, c'est un Jira-like, enfin, en tout cas. Le but, c'était de dire voilà comment ce qu'on va les tickets avec les besoins, les US, etc. Donc, on a quand même un cadre global un peu commun, mais on veut pas imposer. Faut que tu écrives ton US comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Enfin, c'est parce que ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, quand on a essayé de le faire à un moment donné, on s'est dit c'est peut-être pas la bonne direction. Donc, je pense que la clé aussi, c'est de s'adapter au contexte, aux besoins. Enfin, les équipes, en tout cas, sont les mieux placées pour mieux connaître leurs produits et pouvoir être les mieux à même de s'organiser autour de ça. Ok, ce qui est important au final, c'est objectif, key results, les OKR et la valeur in fine, quoi. Oui, c'est ça. Et de pouvoir avoir vraiment ce lien avec nos clients et ça me permet peut-être de faire la transition sur le fait que chez Equator, on aime bien garder ce lien-là et l'avoir. Concrètement, comment ça se passe, c'est que on a des services clients qui sont en France, donc qui sont externalisés. Hein. Il n'est pas internalisé, les services clients. On a des partenaires avec qui on travaille et qui sont en France. Et donc, chaque personne chez Equator doit aller 2 fois par an au service client, écouter comment on répond aux clients. Pourquoi pas, s'ils sont à l'aise, de répondre aux clients, s'ils connaissent bien le sujet. Si quelqu'un appelle pour une souscription, ils peuvent prendre l'appel et parler de la souscription, des prix à la souscription, ou parler de l'espace client, ou répondre à un chèque énergie par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment donc tout le monde y va 2 fois par an, quoi. Ouais, c'est le but. Alors ça, en tout cas, c'est la règle qu'on s'est fixée. Et ça fait partie du cadre commun, par exemple. Ouais, tout à fait. Et c'est hyper important parce que faut pas oublier pourquoi on fait ça. Pourquoi à quelle problématique je réponds quand j'ajoute cette fonctionnalité sur mon espace client ou quand je mets ce nouveau truc dans ma facturation ou autre, quoi. Donc c'est hyper important dans la culture d'entreprise, c'est d'avoir ce côté proximité. Parce c'est vrai que j'ai pas parlé des valeurs Equator, parce qu'on a 4 valeurs que vous retrouvez aussi sur notre site, mais c'est la proximité. Donc la proximité, c'est aussi on a des clients collaboratifs qui répondent à d'autres clients. Donc c'est un service client. On a un service client qui professionnel, on va dire, qui est ouvert du lundi au samedi et en dehors des horaires d'ouverture, donc on ferme à 19h. Vous avez des clients qui filent des coups de main à d'autres clients. Okay. Ouais, qui répondent par exemple au chat ou ce genre de choses, et ils sont rémunérés en conséquence, et donc on répond. Donc ça, c'est le côté aussi proximité. On a l'aspect durabilité dont on a un peu parlé quand même, et puis c'est le côté énergie renouvelable. On a la partie transparence et la combativité qui est importante. Ouais. Donc ça me permet de citer les 4 valeurs clés chez Equator. Bon, en tous les cas, c'est vrai que dans l'orga d'une boîte, que tout le monde aille au service client, se rend compte de en fait, toucher vraiment du doigt à qui on sert, à qui on rend service, le niveau de satisfaction qu'on rend et d'insatisfaction qu'on a aussi. C'est important de toucher ça du doigt de près, quoi. Non, en fait, c'est aussi de se dire, je me mets dans la peau du client et de comprendre que Equator, en fait, c'est le conseiller, la personne qui répond, qui représente Equator. C'est lui qui fait ton image de marque, c'est le ou la conseillère qui fait cette image, parce que l'échange que le client aura avec Equator, c'est celui-ci, que ce soit par mail, par chat, par téléphone. En tout cas, c'est le conseiller qui représente la marque. Et juste de réaliser ça et de dire en fait le service Equator, c'est représenté par nos conseillers qui connaissent très bien toutes les applications, tout notre système d'information. Je pense que c'est un bon déclic pour un développeur qui travaille sur une partie, ou pour même un métier qui va travailler sur la vente de panneaux solaires. Il comprend aussi que comment son panneau solaire arrive jusqu'au client et comment le client comprend. C'est tout ce lien qui est fait, que ce soit pour tout le monde, dans tous les métiers chez Equator, et c'est hyper important. En tous les cas, c'est pas commun d'entendre ça dans les orgas. Est-ce que au final, on a quand même parlé pas mal d'Equator, des stages de développement, de l'orga, tout ça. T'as eu le temps de bosser ailleurs ou pas? Rapidement, t'as bossé sur d'autres trucs sympas ou comment ça se passe? J'ai bossé sur pas mal d'autres choses avant. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de plateformes SaaS finalement, pour des grands comptes.
J'ai commencé en tant que développeur et par exemple j'ai développé sur les magnifiques radars automatisés que vous connaissez certainement. Vous avez peut-être reçu une petite lettre, pas de ma part, mais en tout cas. Alors tout le monde t'aimait bien en fait avant. Donc, merci à moi. Donc j'avais travaillé en plus spécifiquement sur la partie qui analysait les numéros de plaques et qui s'assurait que c'était bien vous. Donc qui rapatriait les photos qui étaient prises sur les radars. Tu vois, ça marche très bien. Ouais, ça a peut-être changé depuis, mais je pense que ça marche toujours très bien. Donc j'ai travaillé sur ce genre de sujet. J'ai travaillé aussi sur le lancement de l'iPhone en France, qui a quand même révolutionné nos usages sur plein de choses, sur les applications, etc. J'ai travaillé aussi sur de l'événementiel sportif, donc la Ligue 1 par exemple, ou le tournoi de Roland-Garros disponible aussi, où Orange à l'époque avait l'exclusivité sur l'iPhone. Et ça m'a appris aussi à être prêt au bon moment, parce que la date du tournoi, on peut pas la décaler. Donc il faut être prêt, ça reprend cette histoire de... Ça te préparait à Équateur et au projet drivé par des dates incompressibles de réglementaires par exemple, quoi. Exactement, et puis d'être prêt en se disant qu'est-ce qui peut se passer et comment s'assurer que tout fonctionne. Enfin voilà, il faut penser dès le début à un plan B. En se disant ça c'est le plan A, c'est le plan normal, il faut qu'il s'exécute, mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut pas y penser, c'est pas quand ça marche pas qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est d'avoir tout de suite le plan A et le plan B, au moins pour avoir un service minimum qui va fonctionner, de s'assurer d'avoir cette culture des benchmarks, des tests de performance, ce genre de choses. J'ai travaillé aussi sur des grands comptes de messagerie avec des migrations des différents pays sur une plateforme centrale avec plus de 60 millions de boîtes mail. Et puis, même sur la Renault Zoé, on avait travaillé sur la petite tablette qui était sur la Renault Zoé, donc, qui était sortie. C'était un magasin d'applications et les constructeurs à l'époque pensaient, comme pour les shops d'applications, qu'ils allaient faire 30% de marge sur chaque application qui allait être vendue. Par exemple, tu vendais l'application Coyote sur la tablette de Renault, ça s'appelait le Airlink, je me rappelle maintenant, dans la Zoé. Et voilà, ils pensaient qu'ils allaient effectivement avoir des nouveaux relais de croissance avec ça. Bon, depuis l'histoire un peu n'a pas donné raison à ça, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et puis après, j'ai travaillé aussi sur le secteur bancaire, avec plus de 400 millions de transactions par mois. Donc, plutôt des systèmes à chaque fois grands comptes en B2B2C. Donc, c'est vraiment mais les sujets qui me bottent et sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, mais écoute, quand je te regarde, j'ai l'impression que tu n'as pas 1000 ans. C'est ce qu'on me dit souvent. Je sais, je fais plus jeune que mon âge. Mais ouais, t'as bossé sur pas mal de sujets. Mais merci pour le résumé hyper rapide, mais néanmoins assez sympa, avec des projets assez sympas pour l'avant Équateur. Ça va m'amener en fait tout doucement et même rapidement peut-être aux dernières questions du podcast. Est-ce que tu as un mantra, un proverbe, une expression ou plusieurs que tu aimes bien répéter, quoi? Moi je dirais que j'en ai 12. J'en ai plusieurs, mais je vais en garder deux. Je vais regarder deux. Allez, on va. La première, j'aime bien déjà, c'est le You Build It, You Run It. Donc ça veut dire que chez Équateur, comme ce que j'ai fait pas mal auparavant, c'est que on fait tout de A à Z, de la conception au développement, au test, à la livraison, à l'exploitation des services, de l'application. Et je pense que c'est la meilleure façon pour comprendre. C'est toujours pour avoir le lien avec le client, comment le client utilise son application. Et c'est un peu la boucle du DevOps pour se dire tiens, comment je vais faire encore mieux la prochaine fois. Oui, il y a tel problème en production ou telle chose qui se passe. Je vais m'assurer de travailler sur ma conception pour que ça se passe mieux et en tout cas pour optimiser ça. Donc ça, pour moi, en fait, ça permet d'avoir vraiment une bonne visibilité sur l'usage ou l'utilisation de son application. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième que je citerai, c'est le NIH, c'est le Not Invented Here. Ça veut dire, des fois on se dit, tiens, on va vérifier ça, on va faire ça. En fait, on a l'impression d'inventer un truc, mais qui existe déjà. Donc, avant de
avant de se lancer en disant tiens, je me lance dans ce truc pour répondre à une problématique, bah, c'est déjà de se poser la question, mais Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait? déjà dans une boîte de 200, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est déjà posé la question? Donc c'est pour ça qu'on a Déjà en interne, en fait. déjà en ouais. interne, c'est déjà intéressant parce que et puis après de se dire aussi, bah tiens, à l'externe, ah bah oui, il y a telle librairie, telle chose, enfin tel outil ou tel, enfin, peut-être pas outil. Je pense que c'est pas le bon terme de dire je vais prendre un outil qui va régler ce problème, c'est une fausse bonne idée. Mais en tout cas, c'est de se dire comment on va faire ça, mais en tout cas, c'est de pas réinventer la roue. C'est un peu l'idée de dire on va pas réinventer la roue, mais on va plutôt regarder ce qui se passe. Comment tu fais pour l'organiser, je vais chercher en interne? On est organisé. Ouais. On est organisé, on a des chapters, on utilise beaucoup, c'est de la com sur Slack, on se dit tiens, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça, est-ce qu'on a déjà posé cette question aujourd'hui. T'as un channel NIH? Non, j'en ai pas, mais par contre, et effectivement, je me pose la question parce qu'on a des chapters, on est divisé en chapter front, back, et en fait, ça crée mine de rien des fois des silos, enfin c'est un peu dommage parce qu'on se pose les questions et peut-être que la réponse est auprès du collègue ou de la personne d'à côté, donc c'est bien on a aussi des channels mais aujourd'hui il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'il y en a qui n'osent pas poser la question et du coup ils se disent tiens, je vais faire ça. Mais je pense qu'avant de se lancer dans quelque chose, c'est toujours bien juste de poser la question. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette problématique à gérer? Oui, du coup, parlons-en. Non, ok, je me lance, je regarde comment faire autrement. Mais en tout cas, c'est juste de poser la question. Ouais. C'est une bonne pratique, je pense. Bon, ça fait deux. Ça fait deux. Ça fait deux. Et est-ce que tu as un ou deux surnoms ou zéro, du coup, pour eux? Par rapport à mon âge, tu me disais, des fois on me traite de zombie parce qu'on me dit mais il a pas d'âge, comment c'est possible? Non, mais je vais pas parler de celui-là, c'est trop tard peut-être. Non, des surnoms, déjà en ayant le prénom effectivement Jean-Michel, on se dit quand on m'a pas vu, on se dit tiens, mais il a quel âge ce gars-là? À chaque fois on me dit c'est Jean-Michel de la Contac à 60 ans, enfin sans être c'est un prénom intemporel, on va dire. Un jour ce sera vrai, hein. Ça l'est déjà pour certaines personnes. Mais non, on m'appelle JM, JMB, Jean-Mich, Jean-Mi, voilà, ce genre de... C'est assez classique. Assez quoi, classique, ouais. Il y a pas trop... On va oublier le zombie. On va oublier le zombie. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Ouais, alors qui serait quand même tiré de nos valeurs. Je me disais... La combativité est la clé ou la combativité et l'adaptabilité, parce que je pense c'est bien de parler aussi d'adaptabilité, donc il faut voir qu'il faudra ajuster le titre, mais parce que si on se combat mais sur quelque chose qui est pas le bon combat, je pense que c'est pas bon, donc c'est combativité et adaptabilité par rapport au contexte, par rapport aux besoins, je pense que ça c'est important et ce titre-là je pense me plairait bien. Je te propose un truc, peut-être tiré un peu par les cheveux, on sait jamais, mais tu me dis ce que t'en penses. Vas-y. Qui rejoint un peu le... je t'aurais proposé pas allongé sur une méridienne. Ah oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On n'est pas allongé, on est au front, on est au combat. On est à l'affût, quoi. Ok, le petit jeu de mots te va bien, ça quoi. Ça me va. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Oui, je vais dire. Est-ce que t'as pas une troisième expression? Parce que t'en veux pas une troisième. Et je vais te dire oui. Que ça. Écoute, parfait, allons-y. Non, ou un mantra ou un. Je dirais ça peut être un peu naïf dit comme ça, mais c'est le carpe diem, ou en tout cas profiter du moment présent. Et je pense que c'est bien de se dire, c'est aussi du côté de prendre les choses du bon côté. Le challenge, si on le prend du bon côté, ça va bien se passer. Et si on arrive à être positif dans la difficulté, je pense que c'est bien. Et voilà, donc il faut toujours profiter de l'instant présent. Si il y a des moments difficiles, et bien sûr qu'il y en a, c'est bien d'aller décompresser, chacun va trouver sa façon de faire. Moi, par exemple, je vais aller boire un verre avec des collègues, ça va me faire du bien aussi. Ça permet même des fois de tacler un sujet. Donc c'est aussi important par rapport à ça. C'est de se faire plaisir en tout cas au travail, d'être content de venir. Donc voilà, c'est de profiter de l'instant présent. Et après, c'est un côté aussi peut-être bon vivant et qui chacun va trouver à la façon en tout cas de
de profiter du moment présent en ayant un moment pour décompresser aussi. Ça va être par le sport, par exemple, pour certaines personnes, et moi, ça me va bien aussi, ou en cuisinant, j'aime bien aussi. Donc ça permet en tout cas, de toujours profiter, de voir les choses du bon côté en trouvant une solution. Et si c'est pas le cas, je pense que il faut peut-être penser faire autrement, mais en tout cas, c'est toujours bien de se dire je profite de ce moment. Des fois, des moments sont difficiles à passer, mais on apprend toujours quelque chose de ces moments-là aussi. Donc, c'est toujours bien de prendre un peu de recul. Et alors, du coup, question intéressée, est-ce que dans l'heure 10 qui vient de s'écouler, hormis ce petit chat dans la gorge dont tu as l'air de t'être à peu près débarrassé, est-ce que tu as appliqué ce carpe diem? Moi, je vois... Oui, c'est vraiment C'était important. un bon moment, quoi. Ouais. C'est Ok. vraiment... je pense que c'est... Oui, je pense aussi... j'ai bien aimé cet échange en tout cas, donc je te remercie Pierre pour cet échange. C'est un exercice que j'aime et effectivement, même avec ma petite gorge, il m'a posé un petit souci, mais en tout cas, ça me permet de profiter de ce moment. Top. Et ben, merci d'être venu et d'avoir partagé tes expériences et principalement l'actuelle. Merci encore à toi Pierre pour l'invitation. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.